Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Salut les terriens, bienvenue sur le journal de l'espace. Avant qu'on attaque les news de la semaine, on peut remercier Surfshark VPN qui soutient encore une fois le journal de l'espace en sponsorisant la vidéo d'aujourd'hui. Alors à quoi peut bien vous servir un VPN ? Eh bien imaginez que vous deviez prendre un abonnement, à YouTube Premium par exemple, en passant par Surfshark VPN qui est un outil servant à modifier votre adresse IP, en faisant croire que vous vous connectez depuis un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez réellement, eh bien ça peut vous permettre de payer moins cher cet abonnement, puisque oui, en fonction du pays depuis lequel vous commandez, les prix peuvent être plus intéressants, et ça marche aussi par exemple lorsque vous réservez vos vacances, un hôtel ou un billet d'avion, et ça peut valoir sacrément le coup. Un autre intérêt, si vous êtes accro aux séries, Surfshark VPN vous permet d'accéder à tous les contenus internet disponibles dans n'importe quel pays dans le monde, sans être bloqué par votre localisation. Ici, par exemple, sur les plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Netflix, eh bien vous pouvez regarder tous les films et les séries qui sont disponibles aux États-Unis ou au Canada, comme sur cet exemple, et pas chez vous, d'un simple clic. Avec le code ESPACE, vous pouvez bénéficier d'une offre exclusive Surfshark de 3 mois supplémentaires gratuits. Le lien pour en profiter est dans la description de la vidéo. Et encore une fois, un grand merci à Surfshark de soutenir l'émission. Allez les terriens, on passe à l'actu avec cette semaine encore le duo Jean-Philippe et moi-même pour vous présenter les news. C'est parti. Les exoplanètes, ça vous fait rêver, n'est-ce pas? Il faut dire que leur découverte a vraiment changé notre vision du cosmos. Elle a permis aux scientifiques de se faire une idée plus précise de la probabilité qu'il y ait des civilisations, ou tout du moins des formes de vie dans notre galaxie. Récemment, un astronome a établi un nouveau modèle mathématique avec lequel il a pu déterminer combien de planètes habitables il y aurait dans notre galaxie et le minimum de temps nécessaire pour trouver cette vie extraterrestre. Alors ok, vous allez me dire, encore une énième étude sur le sujet. Mais il semblerait que cette nouvelle approche soit une réelle avancée sur ce délicat sujet qui obsède tant de scientifiques dans le monde. De quoi s'agit-il exactement ? Allez, on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Tout d'abord, pour mieux appréhender l'étendue du problème, un petit rappel est nécessaire. Il faut savoir que des missions spatiales comme Kepler, lancées en 2009, ont pu quantifier combien d'exoplanètes il y a vraiment dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce sont 5523 exoplanètes qui ont été comptabilisées, et près de 10 000 sont en cours de confirmation. C'est justement grâce à la démonstration de l'existence de ces exoplanètes et d'autres systèmes solaires qu'on a pu ajuster et affiner une vieille équation datant de 1960. Elle détermine le nombre de civilisations possibles dans notre galaxie. Vous savez, c'est la fameuse équation de Drake, dont on a souvent parlé ici d'ailleurs. Cette équation de Drake est assez précise. Elle dépend de plusieurs paramètres comme la part des étoiles dans notre galaxie, la part des étoiles ayant un système de planètes, mais aussi la part des planètes où pourrait apparaître la vie intelligente, et mieux encore, la part des planètes abritant de la vie intelligente. La vie intelligente au sens où elle serait désireuse et capable de communiquer avec nous. Alors la nouvelle étude dont je vous parlais est menée par l'astronome Piero Mado. Elle se distingue de celle de Drake par un modèle mathématique plus avancé, avec lequel il est possible de dresser un inventaire précis des planètes habitables à proximité de notre système solaire. Bien entendu, il ne faut pas perdre de vue que tous ces calculs prennent pour hypothèse que la Terre soit la norme pour l'apparition de la vie, ce qui est encore loin d'être prouvé. Mais elle reste tout de même intéressante, au moins pour se faire une idée de ce qui est possible d'imaginer. Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les résultats qu'obtient l'astronome. D'après son équation, un total de 11 000 exoplanètes rocheuses pourraient abriter la vie. Ces 11 000 planètes orbiteraient à une distance habitable de leurs étoiles et seraient situées à moins de 326 années-lumière de notre Soleil. Mais attendez, il y a encore plus intéressant. Les résultats de cette étude nous donnent également une estimation de la distance la plus proche à laquelle on pourrait trouver une exoplanète abritant la vie. L'astronome a été prudent et a pris l'hypothèse suivante. Si dans 1% des exoplanètes de type rocheuse tempérée dans notre galaxie, la vie est apparue à peu près au même moment que sur Terre, alors l'exoplanète la plus proche abritant la vie ne serait qu'à 65 années-lumière. Alors forcément, ça peut paraître loin, mais pas tant que ça à l'échelle de l'univers. Avec ce nouveau modèle mathématique, l'auteur indique qu'il cherche surtout à contribuer à améliorer les connaissances statistiques sur les exoplanètes, ainsi que l'astrobiologie, la science du vivant interplanétaire. Car tout ceci a un but, mieux orienter les recherches des missions spatiales actuelles et futures. Tout un programme qui nous permet d'affirmer sans trop prendre de risques que l'on n'a jamais été aussi près de découvrir la vie ailleurs que sur notre bonne vieille Terre. Une telle découverte permettrait également de prendre conscience que la vie est rare.
Et tout faire pour la préserver ici-bas paraît de plus en plus évident. Le 24 avril 1990, la navette spatiale américaine Discovery décolle avec à son bord le fleuron de la technologie américaine, le télescope spatial Hubble. Plus de 30 ans après, c'est la Chine qui s'apprête à lancer son propre télescope, Xuntian. Loin ici de copier Hubble, il est prévu pour le surpasser, que ce soit au niveau de ses capacités d'observation ou de sa durée de vie, qui seront largement supérieures. Xuntian signifie examiner les cieux. Il est équipé d'un miroir de 2 mètres de diamètre, certes un peu inférieur à Hubble qui possède lui un miroir de 2,4 mètres de diamètre, mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à obtenir des images panoramiques du cosmos en une seule observation. Pour ça, il possède un champ de vision 300 fois plus large que son homologue américain et une caméra d'une résolution de 2,5 milliards de pixels. Bon, dit comme ça, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais comme l'a déclaré avec malice un scientifique responsable du projet, si Hubble est capable de distinguer un mouton sur la Lune, Xuntian peut lui en voir des milliers et tous avec la même résolution. Alors si ça se trouve, il y aurait peut-être des moutons sur la Lune ? Bon, en tout cas, ils sont vraiment forts ces ingénieurs chinois. Plus sérieusement, Xuntian est aussi capable de capturer des images dans le spectre ultraviolet, une prouesse technologique qui en fait l'un des télescopes les plus avancés technologiquement par rapport aux autres projets actuellement en développement dans le monde. Cette capacité devrait notamment lui permettre de réaliser de nouvelles découvertes sur le mystère de la matière noire et de l'énergie noire, mais également sur la formation et l'évolution des étoiles et des exoplanètes. Au-delà des performances pures, les concepteurs chinois ont bien retenu les leçons des nombreux soucis qui ont perturbé le fonctionnement d'Hubble dans le passé. On pense de suite aux fameux défauts de son miroir principal, mais aussi aux nombreuses et coûteuses missions de réparation ou de mise à niveau qui ont été nécessaires pour le maintenir en état de fonctionnement. Pour l'agence spatiale chinoise, la solution a été évidente, c'est d'utiliser sa station spatiale en orbite pour amarrer le télescope et ainsi pouvoir le réparer ou installer des systèmes supplémentaires lors de sa mise à jour. De ce fait, Xuntian ne se contente pas d'ajouter une nouvelle technologie à l'arsenal astronomique existant, mais il est prévu qu'il catalyse le développement de l'astronomie en fournissant des données et des vues qui étaient auparavant inaccessibles. Si bien sûr tous les défis technologiques liés à l'assemblage et à la mise en orbite d'un tel télescope sont surmontés, Xuntian permettra à la recherche astronomique chinoise de connaître une nouvelle impulsion en faisant de l'Empire du Milieu un nouveau leader dans la communauté astronomique internationale. Tout comme vous tous, nous avons été très émus d'apprendre la disparition d'Hubert Reeves vendredi 13 octobre. Comment naissent, vivent et meurent les étoiles ? Voici l'une des questions qui anima toute la vie de ce grand astrophysicien. Et tout comme lui, au Journal de l'Espace, nous essayons tant bien que mal de rendre accessibles des concepts et des informations qui restent forcément complexes. Le parcours d'Hubert Reeves est avant tout celui d'un passionné de mathématiques et de physique, fasciné dès l'enfance par les étoiles. Il passe plusieurs années à l'université américaine de Cornell pour décrocher son doctorat avant de devenir conseiller scientifique à la NASA au début des années 60. En 1965, il arrive en France pour devenir directeur de recherche au CNRS. Hubert Reeves avait une passion, repousser les frontières de la connaissance et surtout assurer sa transmission en la partageant à l'université mais également auprès du grand public. En 1981, il écrit le livre Patience dans l'azur pour raconter l'histoire de l'univers. Bientôt, ce sera Poussière d'étoiles, un succès mondial qu'il poussera à poursuivre inlassablement ses efforts. C'est d'ailleurs ainsi que l'astrophysicien talentueux est devenu un vulgarisateur inoubliable, passionné et passionnant qui a inspiré tant de jeunes scientifiques. Ses connaissances lui permettront également de comprendre bien avant tout le monde les menaces qui pèsent sur notre environnement, mais également toutes les opportunités qu'offre la science pour le protéger. Hubert Reeves ne cessera alors d'alerter sur la disparition des espèces et le bouleversement climatique, et en 2001, il devient président de l'association Humanité et Biodiversité. Grand officier de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur, rien que ça, il est également le premier Français à recevoir en 2008 le Blue Planet Prize, qui récompense les efforts exceptionnels de la recherche scientifique contribuant à résoudre les problèmes environnementaux mondiaux. Le 13 octobre, Hubert Reeves est redevenu poussière d'étoiles, et ce qui est sûr, c'est que celles qu'il nous a mises dans la tête y resteront à tout jamais. Merci Hubert Reeves et bon voyage. Alors là, les amis, j'ai une grande nouvelle. La NASA peut désormais se vanter d'avoir construit et lancé dans l'espace l'engin le plus rapide de l'histoire. Son nom ? L'USS Enterprise. Ah, j'en vois déjà qu'aurait bien aimé ça, mais non, c'est Parker Solar Probe, ou PSP en anglais, une sonde de 1,5 milliard de dollars tout de même, lancée en 2018. Elle est capable d'étudier notre soleil au plus près, et tout ça sans même se liquéfier sous la chaleur qui est insoutenable.
Pour établir ce record, vous vous doutez bien que ça n'a pas été simple. PSP a dû utiliser ses puissants moteurs, mais surtout la force gravitationnelle de Vénus, lors d'une manœuvre toujours un peu délicate que l'on appelle l'assistance gravitationnelle. Pour réussir cette pirouette, il faut planifier et corriger minutieusement la trajectoire pour permettre une parfaite synchronisation avec celle de la planète Vénus. Concrètement, c'est à partir du 22 septembre que la vitesse de PSP a commencé à augmenter pour atteindre finalement les 635 266 km/h le 27 septembre. C'est tellement rapide qu'à cette vitesse, vous pourriez effectuer 15 fois le tour de la Terre en 1 heure. Mais attendez, c'est pas tout. Comme la NASA aime les défis, elle a également battu un autre record en faisant passer la sonde à seulement 7,6 millions de kilomètres du Soleil. C'est très proche et surtout très chaud, sachant que notre étoile mesure 1,4 million de kilomètres de diamètre. Parce que oui, il fait sacrément chaud, des milliers de degrés. Et l'élément indispensable ici, c'est son bouclier thermique. Il est fabriqué en matériaux composites à base de carbone et mesure 11,5 cm d'épaisseur. C'est lui qui permet de garder les équipements de mesure à une température qui reste acceptable pour leur bon fonctionnement. Avoir un bon bouclier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'engin est également équipé d'un système de refroidissement très performant, et aux dernières nouvelles, tout fonctionne parfaitement. On le savait déjà, mais cette prouesse technologique démontre une nouvelle fois le grand savoir-faire de la NASA dans le domaine de l'exploration spatiale. Il faut dire que la mission de PSP est très ambitieuse, elle doit collecter des données concernant les vents solaires ainsi que les éjections de masse coronale solaire. D'ailleurs, les dernières mesures ont permis de détecter une des plus puissantes éjections jamais constatées. Si on arrive à en savoir plus sur les éruptions solaires, on pourra mieux prédire la vitesse à laquelle les vents solaires se déplacent vers la Terre et ainsi mieux anticiper les dommages infligés aux satellites, aux réseaux de communication, réseaux de navigation et aux réseaux électriques terrestres. La bonne nouvelle, c'est que PSP est loin d'avoir terminé sa mission. D'ici 2025, elle doit encore passer plusieurs fois vers notre Soleil, dont un passage à seulement 3,8 millions de kilomètres. Alors chaud devant! Chaque semaine apporte son lot de nouveautés spatiales chinoises, preuve que le programme du pays bat son plein. On savait déjà que la Chine développe de nouvelles fusées réutilisables, agrandit et modernise ses centres spatiaux, possède une station spatiale opérationnelle et envoie de nombreux engins robotisés sur Mars et sur la Lune. Récemment, c'est sur Terre que l'on peut de nouveau constater que l'Empire du Milieu prend très au sérieux la conquête de l'espace avec la construction d'un futur grand radiotélescope de 40 mètres qui vient de commencer au sud-ouest de la Chine à 4000 mètres d'altitude. Cet équipement fait partie d'un très large réseau de radiotélescopes chinois. Il permettra d'assurer des communications fiables et à haut débit avec ses futures missions lunaires et interplanétaires, et à court terme avec les futures missions de Chang'e dont nous avons parlé la semaine dernière. Il sera aussi utilisé par les astronomes pour affiner leurs recherches sur le cosmos. Le radiotélescope est développé par l'Observatoire astronomique de Shanghai, qui fait partie de l'Académie chinoise des sciences, et d'ici la fin des travaux prévus fin 2024, il formera un gigantesque réseau avec 5 autres télescopes chinois. Grâce à une technique basée sur l'interférométrie, on peut simuler un gigantesque télescope virtuel dont la taille est équivalente à la distance qui sépare les télescopes composant le réseau. Ce qui est certain, c'est que dans un an, les capacités du pays pour suivre et contrôler ses engins lunaires et surtout faciliter l'exploration de l'espace lointain feront un bond en avant, ce qui continue de placer la Chine au premier rang des nations spatiales. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale sur le Journal de l'Espace, j'espère que vous aurez encore une fois appris plein de nouvelles choses, et bien sûr, merci au sponsor Surfshark de soutenir l'émission d'aujourd'hui, vous retrouverez tous les détails de leur offre en description de vidéo. N'oubliez pas comme d'hab le pouce de YouTube, et je vous dis à ce week-end avec le Journal de la Starbase, salut les terriens.